Hey, salut! Ici on est bien les charrues! Au niveau de la France et même au niveau de l'Europe, c'est un truc incroyable. Une scène comme ce soir, j'ai jamais fait ça. Il y a une magie incroyable. L'esprit breton qui est donc un esprit très entier et très inspirant. L'affiche des charrues, ce sont les charrues en elles-mêmes. Salut à vous et bienvenue sur la prairie de Quérampuil. Alors ici, tous les étés, il y a des milliers de festivaliers qui font la fête juste là-bas pour le festival des Charrues. Là aujourd'hui, c'est un peu calme, c'est normal puisque à Carré, le reste de l'année, il y a 7500 habitants. C'est une commune en pleine campagne, le lieu idéal pour lancer un festival. Et c'est ce que s'est dit un groupe de potes en 1992. Alors ça a commencé à Landelot et puis peu à peu, c'est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. Alors pour les 30 ans du festival, on s'est replongé dans nos archives pour notre et votre plus grand plaisir. Cette fois, par l'argent que le bas blesse, si au moins le hashish pouvait remplir les caisses, nos dirigeants affables fermeraient bien les yeux et parfois avec nous s'envoleraient aux cieux. Envolez-vous! Un pétard ou un regard, c'est vraiment le cafard. À choisir, il y a pas photo, moi je choisis le Marocco. Les alcools, on leur soulard, le canard et le para. Il y en a qui le mystifient, moi je fais son apologie. Génial. Moi, ça fait 10 ans que je viens et j'adore toujours autant. Tout le monde s'amuse, tout le monde rigole en même temps. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Tout le monde y trouve son compte parce qu'il y a un paquet de shows musicaux, donc c'est parfait. De l'ambiance, on est posé. La musique incroyable. Et l'ambiance est ouf, c'est familial, j'adore. Ça amuse du matin au soir, c'est génial. Il y a tout âge, il y a tout univers, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des vieux, il y a des jeunes. Et c'est ça que je trouve hyper cool, tu vois, parce que tout le monde partage la même chose en fait. On en a vu des choses, c'est incroyable. Quelle chance on a! Quelle chance on a d'avoir ça ici. J'ai pris beaucoup sur moi parce qu'en fait c'est la deuxième fois simplement que je viens aux Vieilles Charrues. J'ai trop eu de la foule, je suis petite. Et ben, je voulais qu'ils vivent ça au moins une fois en famille. Donc c'était l'occasion pour leurs 10 ans de les envoyer voir Stromae. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es? Et c'est la première fois que tu viens aux Vieilles Charrues? Non, je crois que c'est la deuxième fois. Polo aime les moules frites, sans frites et sans maillot. Maman dit travailler c'est bien, il y a un mec qui m'a accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi, et ton papa? Papa où t'es? Où t'es? Papa où t'es? C'est ça? Monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir et même un ami à rien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la mer. Et on se retrouve tout de suite avec Christelle Pasquier et Jean-Luc Martin. Salut à tous les deux. Salut, salut. Salut, salut. Christelle, vous êtes responsable de stand sur le festival et Jean-Luc, vous êtes le président des Vieilles Charrues. Et là, on va s'installer sur le plateau, mais on est à 2 pas du site des Vieilles Charrues. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. Ça vous fait quoi de le voir complètement vide cet endroit? C'est hyper magique parce que c'est le mode de fonctionnement qu'on n'a pas l'habitude de voir pour des milliers de festivaliers qui ne voient jamais ce magnifique site sans personne, sans installation, sans algéco, sans scène. C'est le calme avant la tempête? Ouais, et puis de le voir sous ce ciel bleu avec des nuages comme ça, c'est magnifique. Il fait toujours beau à Carré. Et puis Presque surtout hâte de se retrouver le site bien rempli. Avec tous les potes, quoi. Avec tous les potes, tout le monde, voilà. Jean-Luc, vous êtes coprésident de l'association depuis 2003. Avec Jean-Philippe Quignon, après son décès, vous êtes devenu le président. Quand on voit la machine qui est devenue ce festival breton, on a tendance à oublier que derrière, c'est encore et toujours une association. Vous êtes dans cet asso, vous, quasiment depuis le début. Quand vous regardez derrière vous, c'est quoi votre sentiment? Le sentiment d'avoir fabriqué avec des milliers de personnes une chose aujourd'hui qui est magique pour les Bretons, pour les Carésiens, pour le Centre-Bretagne. On en est tous fiers de ce festival. C'est sûr que
les choses ont évolué au fur et à mesure des années. Hein. On nous aurait dit ça il y a 30 ans, je pense que pas beaucoup y auraient cru. Et moi, je pense que tout simplement, c'est parce que c'est une association et tous les bénévoles, tous les gens qui tournent autour de cette association depuis le début sont tellement motivés, avec plein d'expertises et d'expériences différentes. Quand on met tout le monde ensemble, ça permet de démonter des montagnes. Et puis, il suffit après d'avoir les idées, d'arriver à fédérer un peu les gens. Et puis, on y arrive. La preuve, ce qu'on va revivre pour cette 30e édition. My shoes are so dirty. Oh, I don't give a fuck today. Le festival, au fur et à mesure, en fait, finalement, il a pris un sacré tournant. Et vous me l'avez dit tout à l'heure, mais en fait, c'est toujours une asso derrière, quoi. Ah oui, 100% associatif, c'est quand même un point très important pour nous. Parce que c'est assez particulier quand même dans le monde du festival et de l'événementiel. Mais je crois que c'était en 2001 ou 2002, on s'est rendu compte que la machine elle a commencé à être un peu assez grosse et qu'à un moment donné, le bénévolat, ça a ses limites, quoi. On est capable de venir occasionnellement et tout ça. Et puis par contre, quand il faut préparer des choses longtemps à l'avant, très vite, on se rend compte qu'il faut avoir de la ressource et de plus en plus de la ressource spécialisée. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a embauché 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis très vite, on a vu que la meilleure solution, justement, c'était de faire confiance à des gens qui sont experts dans certains domaines. Et puis aujourd'hui, c'est une équipe de 15 personnes. Et bon, l'association, elle est forcément en parallèle de ça, toujours quelque part, hein, parce que les décisions, les choix stratégiques et tout ça, c'est d'abord l'association. Et puis on a une équipe aujourd'hui en or, hein, parce que c'est pas une petite affaire. Mais c'est 15 personnes permanentes. Mais en réalité, là aujourd'hui, on est à 4 semaines du festival, enfin un peu plus de 4 semaines du festival, et je crois qu'aujourd'hui, ils sont 50 déjà. C'est-à-dire que dès le mois de janvier, ça commence à monter, on a des spécialistes qui arrivent, pour certains janvier, février et mars, et au fil du temps. Pour finir au mois de juillet, je pense qu'ils doivent être à peu près 2000 professionnels pour faire marcher cette histoire. Pour faire tout le festival. Puis vous le dites, cette asso, elle a pour rôle de faire tenir ce lien avec le territoire, avec les autres associations aussi. Christelle, vous, depuis 20 ans, vous êtes là pour représenter, pour organiser la présence d'associations, puisque c'est vous en fait qui gérez les bars, les stands, les gaufres du coup. Nous, c'est les gaufres, oui. Notre association, c'est les gaufres, oui. Et c'est quoi l'intérêt pour... Alors, vous représentez 1, 2, 3 petits pas. La MAM, 1, 2, 3 petits pas, oui. Et c'est quoi l'intérêt pour vous d'être présent pendant 4 jours de festival? L'intérêt déjà, c'est déjà un plaisir. C'est profiter, rencontrer du monde, faire la fête, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, surtout, c'est aussi pouvoir apporter un petit plus pour la MAM, justement, pour renouveler les achats de cadeaux, de jeux structurés pour les petits, de mobilier pour les filles. Parce que du coup, en fait, la grande association des Charrues aide les petites associations qui vous filent un coup de main. Oui, ça fait presque 20 ans qu'on a fait un choix justement pour toutes ces assos. Hein. Je crois qu'il doit y avoir 130 associations ou 132 associations qui œuvrent sur le festival, alors dans différents lieux du festival et avec plein d'assos complètement différentes. Ah oui, et puis on a fait le choix que si le festival ça marche, que les assos profitent du résultat, on va dire. Et donc on fait un don tous les ans qui tourne aux alentours de 130-140 000 euros. Qu'on donne aux associations qui ont œuvré. Et c'est 7150 bénévoles ça fait du peuple, en 2019 et la même chose en 2022. Pour finir, je vous ai demandé de nous ramener votre objet qui ne vous quitte pas pendant le festival. Vous en avez 3, je crois. Et vous, Jean-Luc, vous avez ramené quoi? Moi, j'en ai un principal, c'est celui-ci. Hein. Oui, quand on a soif, on se balade avec sur le site. Mais il faut boire beaucoup d'eau sur le festival quand il fait chaud et tout. Ah oui, non, mais on boit de l'eau, nous. Bien sûr, il n'y a que le soir qu'on boit un peu plus. L'eau est gratuite en plus. Voilà, il n'y a que le soir qu'on boit peut-être un petit peu plus, mais jamais de débordement. Et puis donc cette année, c'est le voilà, ça fait quelques années que j'en parle et puis le projet c'est de se promener avec mon pantalon, avec tous les bracelets, tous les voilà. Et vous, Jean-Luc, qu'est-ce qui vous quitte pas pendant le festival? Les bénévoles. Les bénévoles, mais moi j'en ai tellement que
Moi j'ai 2 choses qui me quittent. Alors, pas pendant le festival et pas toute l'année. Alors, pas toute l'année, bah, vous avez pu, hein, c'est ma collection de doudous. Hein, Ah oui, bah oui. Les enfants, Voilà. la MAM, ils ont leur doudou. Voilà. Moi j'ai 6 ans de bracelet sur le bras, 365 jours sur les 6 dernières années. Et puis, alors moi, mon outil sur le festival qui me quitte jamais. Alors, j'ai pas trouvé le modèle que j'avais sur le festival parce qu'ils ne sont pas arrivés. Ben, pour nous, ce qui est important pour que tout se passe bien, c'est de s'assurer justement que dans tous les endroits, ça se passe bien. Et on a, moi j'ai un canal qui est spécifiquement réservé à ce qu'on appelle sûreté l'accueil du public. La sûreté du public, c'est tout le temps. C'est vos objets. Eh ben, merci à tous les deux. L'associatif est là depuis toujours, vous le dites, il y a des assos très très fidèles, des artistes aussi, puis il y en a d'autres aussi qui sont là depuis un bon moment. On va les retrouver tous en reportage, ils m'ont demandé de vous offrir leur symbole finalement de leur club, de leurs membres, c'est les String Power Attitude. Ça vous parle ou pas? Ah bah oui, tous les ans on les voit défiler. Ouais, voilà. Ah oui, on les ben, voit. Ouais. Vous savez quoi, on l'a retrouvé ce drapeau, il est à Nantes, on va regarder. C'est l'une des vedettes du festival des Vieilles Charrues. Vous le voyez tous les ans, et nous aussi. Ce Gwenadu version string fait parler de lui, alors nous sommes partis à sa recherche. Bonjour, bienvenue chez les String Power Attitude. Ce fameux drapeau est précieusement gardé ici, sur l'île de Nantes. Bah dans la cave parce qu'il rentre pas dans l'appart. Une quarantaine de copains venus d'un peu partout en Bretagne qui se retrouvent chaque année à Carhaix avec leur emblème. Dans les souvenirs des festivaliers, on a toujours été là. Alors que la première version, c'est en 2005, c'est un tout petit drapeau avec 3 strings et voilà, c'est celui-là. Et le drapeau, vraiment comme vous le connaissez maintenant, il est arrivé seulement en 2006. Des archives, des dizaines de photos, des souvenirs, quelques parutions aux côtés des stars du festival, de quoi motiver encore plus nos joyeux lurons. Les Vieilles Charrues, ça dure, c'est qu'une fois par an. On a trouvé que c'était long pour se retrouver tous ensemble, alors on a fait les Winter Charrues. Et chaque année, on se retrouve au niveau de février dans une salle, alors qu'on à mi-distance pour ceux qui sont bretons et puis ceux qui sont nantais, pour pouvoir en fait faire la fête encore un week-end durant. Au fur et à mesure des années, on s'est dit allez, il fallait qu'on se distingue un peu et qu'on puisse s'apercevoir. En fonction de l'affiche, eh bien, on essayait de trouver la couleur qui pouvait correspondre en fait au maillot. On l'a décliné en stickers, en tampons. Et, au fur et à mesure, le groupe a grossi, quoi. Et puis maintenant, il y a même nos enfants qui viennent, donc qui prennent la relève, donc c'est génial, quoi. Alors pour une photo, un sticker ou un tampon, ils vous attendent, jamais très loin du bar numéro 8, nous dit-on. Rendez-vous le 14 juillet. Stand up for the On se retrouve au pied de la prairie de Quérampuil. Alors derrière nous, c'est l'espace Glenmore. On est avec Jean-Jacques Tout, Jeanne Russet et Jérôme Tréorel. Salut à tous les trois. Salut. On fait face à quoi là quand il y a plein de monde ici en plein festival? Là, on est à l'arrière de la grande scène et puis face à l'espace Guernic, le chapiteau, l'espace média. Et puis derrière, on va retrouver les autres scènes. On est plutôt sur les backstage, on va dire. L'arrière, quoi. Et ça vous fait quoi de voir cet espace comme ça? Ça fait plaisir de voir ce site comme ça parce qu'il est magnifique, il faut le préserver. Après, ça fait plaisir aussi de savoir qu'on va transformer ce site en un lieu de vie, de joie et de fête parce qu'il y a 2 ans, il n'avait pas bougé et ça faisait vraiment bizarre, quoi. C'est reparti, ça y est. Bon, nous, dans cette émission, on fait le tour un peu des différentes personnes qui font vivre ce festival, qui le vivent aussi. On a rencontré les String Power Attitude, c'est les fous furieux avec leur drapeau avec des strings. Du coup, ils nous ont chargé de vous offrir leur autocollant pour vous entriez dans le club, dans le club de la String Power Attitude. Donc voilà, c'est chose faite.
Jeanne, Jean-Jacques, vous êtes le binôme de la programmation. Jérôme, vous êtes le chef d'orchestre en quelque sorte. En gros, quand il y a un problème, c'est vous. Quand il faut prendre la parole, c'est vous. Quand tout le monde fait la fête, vous êtes accroché à vos oreillettes du smartphone. Vous ne les quittez pas. Vous êtes arrivé quoi, en 2013, fin 2012, c'est ça la direction? 2012 à la direction, ouais. J'étais déjà dans l'équipe avant, mais ouais, c'est à partir de ce moment-là que j'ai changé de métier. De casquette. Est-ce que c'est une période où le festival a changé le process, a changé d'envergure, ou est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, déjà, c'était une période charnière parce que malheureusement, notre coprésident et coprogrammateur Jean-Philippe disparaissait à cette période-là, enfin juste avant. Et puis Loïc, le directeur, a fait le choix de changer d'orientation professionnelle. Donc on s'est retrouvé un petit peu orphelin de tout ça, avec beaucoup de questions sur l'organisation de la suite, parce que c'est quand même une grosse machine. Et puis cette envie, surtout qu'on avait tous ensemble, de faire perdurer le festival avec les mêmes valeurs. Je pense des bases sincères, des valeurs fortes au démarrage du festival qu'on a toujours conservé. Et on a aussi dans l'association, que ce soit des salariés qui sont là depuis longtemps, mais tous les membres de l'association qui sont là, et pour certains depuis le début. Donc on a des bases solides. Et c'est vrai qu'en termes de programmation, je rejoins Jérôme, depuis 30 ans, on a finalement la même recette, la même formule magique, d'avoir des artistes tête d'affiche, et puis aussi des artistes découvertes et dans tous les styles musicaux, et voilà, que ce soit rap, électro, chanson, mais aussi trad, avec notre traditionnel fest-noz du samedi soir, ou des musiques folklore ou musique du monde. C'est vraiment la même recette. C'est ce qui fait aussi que ça garde cette âme de festival depuis 30 ans. La musique live, elle a complètement changé. C'est vrai que spécialement depuis l'effondrement du marché du disque, la musique live a explosé avec aujourd'hui, Jérôme en parlait tout à l'heure, un phénomène de concentration qui est ultra important. On est sur un secteur hyper concurrentiel avec des boîtes qui ont des festivals, des maisons de disques, vous faites votre taf des en salles, face, des de artistes. festivals qui n'ont pas le même budget, pas la même façon d'être organisés non plus, quoi. Ce phénomène s'était accru au moment juste avant la crise. Et pendant la crise, ces sociétés-là ne se sont pas endormies. Et on voit qu'à la reprise, dans un contexte quand même particulier, avec l'inflation, les pénuries, etc., ça s'est accéléré. Donc il y a une vraie vigilance à avoir sur le maintien de cette diversité des festivals associatifs, petits, moyens ou gros, et puis aussi ces festivals-là faits par des grands groupes. Ça doit rester complémentaire afin que ce ne soit pas au final au détriment du public et des artistes qui, s'ils ne sont pas bankable, ils ne tourneront pas, on leur rendra leur contrat, et un public qui aura potentiellement, si on ne fait pas attention, moins de choix et qui paraît surtout beaucoup plus cher. Tous les trois, votre concert le plus marquant que vous avez vécu? Jeanne. C'est toujours difficile. C'est vrai que moi, ce qui me marque chaque année, c'est nous, tout le long de l'année, on essaie de construire avec Jean-Jacques la programmation et on se déplace beaucoup pour aller voir les artistes sur scène et pour les imaginer au mieux chez nous. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Et c'est toujours quand un artiste émergent arrive sur le festival et en quelques mois, sa carrière a explosé. Ça, c'est des moments hyper forts pour nous. Je pense à
Voilà, Christine and the Queens, la première fois où elle est venue, elle est revenue évidemment chez nous après en tête d'affiche, ou Angèle, la première fois qu'elle est venue, son premier album était même pas encore sorti. Voilà, ça c'est des moments hyper forts et que je retiendrai. Alors j'attends, toujours j'attends qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Je veux tes yeux seulement en photo. Je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Jean-Jacques, le coup de cœur. Alors c'est difficile hein, parce qu'en même temps c'est même plus des centaines, c'est des milliers. Hein, ouais, mais on n'a pas le temps. Mais effectivement il y a eu des trucs incroyables. Alors James Brown, Springsteen, Dépêche Mode, Muse, Bachung, Noir Désir. Voilà, impossible d'en choisir un. Impossible, d'accord, Voilà. facile, réponse de Normande quoi. Pour un festival en Bretagne, c'est pas mal. Jérôme, il y en a bien un quand même où tu t'es dit... Il y en a beaucoup, mais il y en a un, moi, et puis il y a une actualité récente qui fait que ça ressort encore, parce que c'est un concert, un artiste, un groupe vraiment emblématique, et de se dire qu'on les a reçus dans notre jardin, Là-bas, juste à là, côté ici, c'est Dépêche Mode. C'était un moment quand même incroyable, et un jour de se dire que Dépêche Mode va venir jouer chez nous, c'est quand même dingue. Pour finir, on vous a demandé à tous les trois de ramener l'objet qui vous quitte pas pendant le festival, qui représente selon vous le plus votre festival. Alors vas-y Jérôme, on va commencer par toi. Je l'ai plié. D'accord, le mec il bosse vraiment. Il est sérieux, c'est le patron quand même. Invaincu l'année dernière, on était sur une année particulière. Donc en fait vous jouez au ping-pong pendant le Il y a festival. une table de ping-pong dans les loges. Et l'année dernière, alors des fois on fait un peu de balle juste pour se détendre, mais ça dure 10 secondes en mode festival normal. Et l'année dernière, une fois le festival lancé, c'est sûr que c'est pas du tout la même machine que d'habitude. Et on a pris beaucoup de plaisir à jouer au ping-pong et moi j'ai joué tous les jours. Ok. Mais invaincu quand même. Ah, mais c'est bien, on note le palmarès. J'aurai pas le temps cette année par contre. L'objet qui ne me quitte pas du festival, c'est vraiment mon vélo. Parce que je me déplace sur le festival à vélo. Alors, avec un petit miniature. Je n'ai pas pu l'amener en vrai. Mais voilà, je vous ai ramené le petit vélo. Il est bleu et tout pareil? Non, il est vert. Il est vert. C'est le vélo, avec un garde-boue, spécial Bretagne. Et moi c'est une photo, alors il y a un peu de vent, c'est une photo qui est affichée chaque année sur notre bureau, sur notre Algeco. Donc c'est le trio de programmateurs qu'on formait avec Jean-Philippe, dont Jérôme a parlé tout à l'heure. Donc voilà, Jean-Philippe est là évidemment, mais bon, sa photo... il est toujours là. Il est toujours là, et spécialement pendant le festival. Ouais. Voilà. Eh bien merci à tous les trois. Merci. Merci. Stand up for the boss. Quand j'écrase mes cigares. Ici tout le monde est high, 100 fois trop peur. T'as bugué nos entrailles, mais 1000 fois trop sec. Tu continues à danser sur les hits sales. Si t'étais tout à pas, tu serais mon casse-dalle. Tu continues à danser sur ton son de backup. Ouais c'est moi, ouais c'est toi, ouais c'est moi, carré, ouais c'est moi. Ouais, c'est moi, carré, le coup de fond. Bonjour Arnaud. Bonjour. Voilà, on arrive sur votre camp de base là en quelque sorte, c'est ça? C'est exactement ça, c'est le camp des Yvettes. En fait, au fur et à mesure, eh bien, en discutant avec les voisins, en prenant l'apéro et tout, voilà, le groupe s'est agrandi. Et on a commencé à se voir de plus en plus hors des charrues. Du petit groupe de 4-5 personnes, on est arrivé à une bonne trentaine maintenant.
Bon, ça demande une grosse organisation pour vous de tous vous coordonner en fait. Ouais, c'est ça. C'est rendez-vous à telle heure, c'est rendez-vous à tel endroit. On part à tel camping, on a rendez-vous à tel point. C'est les Yvette Horner, mais pourquoi ce choix? Alors, on a connu Fred, que tu verras tout à l'heure. Et il est arrivé avec une chanson d'Yvette Horner et qu'il a commencé à passer en boucle. Et c'est devenu notre hymne. Ça représente quoi les charrues pour vous? Les charrues, c'est nos vraies vacances, quoi. C'est notre défouloir, c'est un moment un peu hors du temps. Évidemment, au départ, c'est des concerts, mais vraiment, ce qui est un peu le plus important, c'est être ensemble, c'est les potes. Yvette Horner. Retour en force de l'ordre moral, et surtout pas casser ton moral. Mais c'est le bordel, n'attends pas dans leur panel, je suis formel. Et reste fort, mais pour ça, nique le CSA. C'est pour ça, j'ai gardé ma tenue de combat que je lâcherai pas au combat. Fais gaffe à ton dos, on protège les ados. Si tu parles cash de leur visite, trop pas de cadeau. On nous censure, parce que notre culture est trop basse. Qu'on représente pas, c'est la fois que tu passes. Je ne regrette rien. That's the sound of the police. Plus de bruit. Stand up for rock'n'roll. Et puis t'as ce coup de Gwen. Voilà, Gwen, tout le monde connaît sa place. Gwen Fleur, Dominique Morvan, Pascal Baudéré, salut à tous les trois. Salut. Salut. Merci d'être avec nous. Vous êtes là parce que vous êtes un peu tous les trois nos témoins de ce festival. Il a une couleur particulière, ce festival, sa couverture média dans le groupe Telegram également. Vous en êtes en quelque sorte les témoins. Pascal, on va commencer avec toi parce que tu es un peu l'ancien de la bande. Merci. Et tu as connu le festival depuis les tout débuts en fait, finalement. Pas la première année, mais presque. Ouais, la première année, c'était privé en fait. En 92, à Landelot, une bande de potes, ils veulent faire concurrence à Brest 92, qui s'annonce comme la grande fête maritime. Ils font une fête campagnarde et qui reste quand même à échelle privée d'une bande de potes qui fait une fiesta entre eux. Mais l'année d'après, c'est ouvert au public. Et effectivement, donc en 93, pour moi, ça commence là avec un pote qui s'appelle Pierrick Kerraro, qui était à l'époque président du club Pongis Plévinois, donc les vins juste à côté de là où on nous trouve, on peut presque voir ça à vol d'oiseau, et qui donc m'appelle, me dit Pascal, on a fait une super fête l'année dernière. Il était donc de la première, lui, et il me dit il faut que tu viennes cette année parce que cette année, on fait retire un bison. Alors voilà, du coup, retire un bison, ça m'avait hyper intéressé. Et donc l'aspect musical n'était pas sorti comme étant le premier argument, mais il s'avérait qu'il y avait aussi une belle prog musicale déjà à l'époque. C'était les Pires, notamment un groupe de musique tzigane et manouche qui avait animé cette première soirée de 93. Donc c'était vraiment sympa. Et on se rappelle que le bison était un peu la star de la soirée quand même. Et c'était comment justement au tout début ? Entre ce bison, entre ce barbecue et finalement cette grosse fête entre potes quoi. Déjà la vallée du Stank, c'est un endroit très particulier, c'est une vallée enclavée, donc on descendait, je me rappelle, dans un chemin tout cabossé, on arrivait dans cette vallée où il y avait un ruisseau qui coulait. Cette année-là, ils avaient en plus décidé d'en faire une thématique portuaire, c'était les charrues du bord de mer, donc ils avaient transformé la prairie en un espace avec un café du port, un camping des flots bleus. Bref, il y avait toute une scénie qui était mise en place, qui était absolument géniale. Et ils avaient d'ailleurs renouvelé ça l'année d'après, en 94, où là, ils avaient fait la thématique du désert. C'était un petit message politique à l'époque, ils ne voulaient pas que le centre-Bretagne devienne un désert. Et donc, ils avaient mis du sable dans la vallée, des courses de chameaux. Bon, voilà, eux, ils n'avaient pas rôti les chameaux, ils avaient juste fait des courses avec. Mais bon, c'était une espèce de folie, en fait, qu'il y avait. Et le site, c'était des barnums, avec une petite scène, tout ce qu'il y a de plus modeste. Mais ça le faisait bien et on s'amusait beaucoup. Gwen, Dom, vous êtes arrivé à quel moment vous dans ce festival ? Moi j'ai démarré avec Découpe ton zizi. Ok, bienvenue en Vieille-Charrue. En fait en 99, le Télégramme décide de mettre une équipe dédiée pour le festival qui est installé ici depuis l'année précédente à Quérampuil. Pierre Perret était à l'affiche de cette édition et on invitait les lecteurs à découper leur zizi pour pouvoir reprendre tous en chœur dans la prairie cette chanson. Et ce concert a été phénoménal cette année-là parce que c'est vrai que Pierre Perret n'avait pas fait de grosses scènes depuis très longtemps et il se retrouvait devant un public de jeunes, de vieux. Enfin, c'était vraiment une communion excellente. Il est sorti de scène en pleurs d'ailleurs. Enfin, ça a été un vrai moment de communion et dans l'esprit charrue dont on parle souvent. Et puis oui, ce festival il a lieu dans une commune, Carré, un fief en centre-Bretagne, le fief du festival. Cette commune, pendant 5 jours, elle bascule clairement dans la démesure. Alors on est allé dans les rues carrésiennes poser la question, voir comment ils le vivaient. Carré au mois de juillet, ça ressemble à ça. Et puis Carré, le reste de l'année, c'est plus tranquille.
Pourtant, dans cette commune du Centre-Bretagne, tout le monde, évidemment, a au moins un souvenir avec le festival des Vieilles Charrues. Ça vous évoque quoi les 30 ans des Vieilles Charrues? Souvenirs, plein de souvenirs. Ouais. Plein de souvenirs. Surtout que moi je suis bénévole avec mon épouse et ma belle-mère, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme, quoi. Ouais, très... Beaucoup de souvenirs. Beaucoup d'artistes, génial. De fête. Grosse fiesta, ouais. Moi, les Vieilles Charrues, je sais où ça a commencé. Ouais. Au Stang à Landlo, ça je sais. Je me rappelle de ça, les premières Vieilles Charrues. En 92, à Landlo, ensuite direction le centre-ville de Carhaix pour quelques années, avant d'arriver dans cette grande prairie que vous connaissez aujourd'hui. Un vrai projet de territoire qui continue d'évoluer chaque année, même si aujourd'hui, on est bien loin des premiers festivals. Les premiers organisateurs, quant à eux, y voient toujours un symbole de la force bretonne. Lorsqu'on a créé le festival en 1992, les cofondateurs du festival, on souhaitait vivre, décider et travailler au pays. Aujourd'hui, le festival permet non seulement à beaucoup de gens de pouvoir le faire, mais aussi d'avoir la capacité de donner un coup d'éclairage, la capacité de donner un coup de projecteur extrêmement fort sur la région. Et il y a beaucoup de communes de 8000 habitants qui rêveraient d'avoir une manifestation dont le nom est connu dans toute la France et qui en même temps fait connaître bien sûr le nom de la ville de Carhaix. Je le répète à chaque fois, mais parce que c'est important, on voulait vraiment rester vif, décider et travailler au pays. Il y avait vraiment cette volonté-là et d'animer le Centre-Bretagne. Donc en plus des animations actuelles qui existaient déjà à l'époque, on voulait aussi justement se retrousser les manches et donner ces possibilités aux gens d'avoir accès à différents types de spectacles. Et c'est ça qui a fédéré vraiment les gens autour d'un projet. Et en même temps aussi de penser que ce qu'on avait comme résultat, c'est-à-dire comme bénéfice au sein de l'association Les Vieilles Charrues, était réinvesti pour le territoire, ce qui a fait venir par exemple le lycée Diwan sur Quérampuil, la rénovation du château, la construction du centre de congrès, différents équipements qui demain vont d'ailleurs devenir le Brace Park, qui vont permettre d'avoir un site événementiel à l'année d'intérêt régional pour faire en sorte qu'il y ait des grandes manifestations économiques, culturelles, sportives. Au bout de 30 ans de charrue, le territoire s'est forgé une image, une place et un rôle en Bretagne. Alors l'évolution n'est pas prête de s'arrêter là. On en reparlera certainement pour les 40 ans des charrues. Les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Tu seras toujours à 1 ou 2 numéros d'avoir le quintet dans l'or. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché, classique, simple, basique, simple, basique, simple, basique. Alors Dominique, toi, cette commune Carhaix, tu la connais puisque pour le coup, tu y as bossé toute l'année, pas que au festival. Comment tu vis et comment ça se vit quand on est dans la rédac, dans la locale de Carhaix? Comment est-ce qu'on vit ce basculement entre une petite ville de campagne en Centre-Bretagne à un truc de dingue? Il y a deux choses. Partout. Ouais, il y a deux choses. Il y a l'aspect professionnel où tout d'un coup, au lieu de travailler seul, on se retrouve à travailler au sein d'une équipe de 6, 7, 8 personnes. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on délocalise une rédaction spécifiquement sur site, en tout cas les années où j'y étais. Donc on se retrouve de passer d'une rédaction à une personne à une rédaction vraiment multiple où ça bouillonne, où il y a plein d'idées. Et voilà. Donc pour les solitaires, tout d'un coup ça fait un peu bizarre. Et puis il y a la deuxième chose, c'est la ville qui se transforme vraiment. Donc il y a les écoles, les salles de classe de la ville qui se sont transformées en dortoirs. Le Quérampuil qui se transforme en un immense camping, le plus grand camping de France. Et puis tous les commerçants qui installent les terrasses devant leur commerce pour spécifiquement 4 jours, quoi. Donc c'est vraiment une ville qui se transforme, quoi. C'est un peu une ville éponge finalement, on se retrouve d'un seul coup avec plein de monde, plein de moyens. Un Ouais, téléphone qui capte plus. Ça fait bizarre, et ce qui fait bizarre aussi, c'est le surlendemain, enfin le lundi des Vieilles Charrues, quand tout s'arrête en fait. On passe d'une énorme ville où il y a plus de 70 000 habitants à moins de 8 000, quoi. Donc c'est ce choc-là qu'il faut absorber à la fois avant et après, quoi. Qu'est-ce que tu retiens le plus, toi, de cette venue de ce festival quand il s'installe ici, justement? Il y a tout le système d'installation, hein, parce qu'en fait, l'installation du site démarre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, avec le barriérage, après le montage des scènes. Nous, quand les festivaliers arrivent, ils ne voient que tout le site fait, construit. Mais en fait, ça prend des semaines à être mis en place, il y a énormément de gens qui travaillent dessus. Et c'est ça, c'est cette transformation du site de Quérampuil là, qui est vide et qui tout d'un coup devient un immense festival en fait. On se voit qu'il commence... une ville dans la ville, Ouais, en clair. quelque sorte. Hein. On voit qu'il commence déjà à se passer des petits trucs là quand même, hein. Ça bouge, ça frémit. Tous les trois, je vous ai demandé d'apporter votre objet fétiche qui ne vous quitte pas pendant le festival. Je crois que Gwen t'a aussi apporté
des archives un peu plein de souvenirs, personnelles. parce que c'est ouais. plein de souvenirs. Enfin, on n'a pas parlé musique, mais on a plein de souvenirs musicaux aussi et festifs. Mais alors, je vais me pencher, excusez-moi, parce que c'est assez volumineux, même si j'ai une petite pointure. Hein, mais Ça, c'est ton objet fétiche. c'est pas fétiche, mais C'est c'est ton objet indispensable. obligatoire. Quand on fait les charrues, c'est un vrai marathon. Et du coup, surtout quand on y travaille pendant 5 jours, 6 jours, des fois une semaine. Et du coup, c'est important d'avoir des bonnes chaussures parce qu'on marche beaucoup. Il y a une année, un bénévole a mis un podomètre le premier jour, le premier jour des charrues, et l'a éteint au dernier jour des charrues. Il avait fait 100 km. Ah ouais. Donc faut des voilà, bonnes chaussures. et c'est important parce qu'en plus il faut tenir longtemps et sur la durée. Donc d'avoir des bonnes chaussures, ça permet de passer un beau festival. Et alors les chaussures, en plus, j'ai l'impression que c'est les mêmes que tu avais mis à la, C'est les une mêmes. à la une de notre premier supplément qu'on avait fait. Lorsqu'en 99, on avait installé la rédaction ici pour la première fois au Télégramme. On avait fait donc ce supplément avec une une. Et la première une, c'était des chaussures comme ça que Glenn avait pris en photo dans le camping. Dis le mec Elle les qui a mises en mis avant. des claquettes, non, sur. Ah oui, moi je une mettais soirée, des c'est ça claquettes C'est à ce que cette j'ai cru époque. Je comprendre tout conseille à l'heure. pas. Je conseille pas les claquettes, c'est un peu dangereux. Hein, mais par contre, celle-là, c'était effectivement efficace. Et toi, ton objet fétiche, il date de 99, c'est ça? Ouais, justement, ouais, l'année 99, c'était une année importante. C'était celle où le Télégramme avait mis pour la première fois une rédaction ici, comme je disais. Donc ça, c'est mon pass de l'époque. Aujourd'hui, il ne ressemble plus à ça, souvenir. Alors j'ai un peu vieilli quand même. Hein. Ouais, c'est moi. Et à l'époque, ouais, on avait dessus des petites notes, une petite annotation. J'avais un accès fosse. Ça veut dire qu'accès fosse, j'avais le droit d'aller dans la fosse devant la scène. De ne pas avoir de tête quand tu vois les concerts. Prendre des photos du public et des grands musiciens qui passaient là. Parce que Glenn a raison, le festival, ça a été des énormes souvenirs musicaux aussi. Et avec des festivaliers aussi, bien sûr, mais musicaux aussi, des grandes rencontres. Bah forcément, ouais. Et toi, Dom? Alors moi, c'est un verre. Sans blague. Ouais, parce que Faut s'hydrater. c'est un marathon, mais il faut s'hydrater aussi. Et Là, puis, sous le soleil carésien, quand même. C'est ça, et puis les Vieilles Charrues, c'est aussi une immense fête. Hein, donc partout où on va, on croise des copains qui forcément sont prompts à vouloir trinquer. Donc moi, c'est l'objet que je ne quitte pas pour les Vieilles Charrues. Il y a une modération, mais je ne le quitte jamais quand même. Des copains, on en a plein aux Vieilles Charrues. Ouais. Merci en tout cas à tous les trois. Merci bien. Merci, Xavier. Un petit tour du festival. Et qu'est-ce qu'on va faire? Des clips de du lait. Ouais! Running with the night. Salut Kylian, salut Benjamin. Salut Xavier. Salut Xavier. Bon là on est en plein milieu de la prairie de Kérampuil, c'est là où le festival a lieu. Juste là c'est Glenmore, la plus grande scène, derrière c'est Kerouac, là c'est l'une des régies. Les bars sont pas très loin. 30 ans de festival, des vieilles charrues, autant d'années de couverture média pour vous, de souvenirs, de témoignages, de moments forts. Vous sortez tous les deux une rétrospective au sein du groupe Télégramme. Benjamin, ça va se passer ici à Carré. De quoi s'agit-il? En fait, nous, on a décidé de faire une expo, c'est 30 ans de Vieilles Charrues, par l'œil du Télégramme. Parce que depuis le début, évidemment, le Télégramme couvre le festival. Ouais. C'est quand même pour nous à chaque fois une grosse opération. On y envoie plein de journalistes, on raconte plein de trucs dessus. Il y a beaucoup de pages, etc. On est allé se plonger dans toutes ces archives pour en sortir finalement une expo assez vivante sur la façon dont un journal, le journal emblématique de la Pointe de Bretagne, couvre le plus grand festival de France. Et ça va se passer juste là-bas, c'est ça? Et ça va se passer au pied du château, au jardin des chefs. Quel est le truc le plus marquant que tu as remarqué en travaillant sur cette rétrospective, sur ces fresques? Moi, ce qui m'a vraiment amusé, c'est le foisonnement de jeux de mots approximatifs,
de papier à double niveau de lecture, de légendes venues de nulle part. Il faut dire que c'est quand même un franc moment de rigolade Ça, c'est parce qu'on entre bosse jusqu'à très journalistes. tard le soir aussi. Voilà, on bosse jusqu'à très tard le soir. C'est un vrai sacerdoce pour les journalistes, les vieilles charrues, mais comme chacun est passionné par son métier, bizarrement, on trouve assez facilement des volontaires. Il y a de quoi faire. Et toi, Kylian, c'est un hors-série que vous préparez? Oui, c'est un magazine qui est en kiosque, que vous pouvez trouver en kiosque, 100 pages. C'est une rétrospective du festival à travers plusieurs points de vue. Le point de vue des festivaliers, évidemment, le point de vue des bénévoles, le point de vue des organisateurs, et puis le point de vue des artistes qu'on a recontactés pour certains. Ce que je retiens, c'est l'histoire en fait du festival. Il y a 30 ans, les vieilles charrues, à la base, c'est une blague de potes. Ils veulent faire une soirée d'étudiants, quoi. Et puis 30 ans après, c'est le plus grand festival de France. Il y a plus de 250 000 festivaliers tous les ans. Donc c'est une vraie saga, c'est une saga bretonne. C'est l'histoire un peu de la résistance bretonne. Alors pas de la résistance à un envahisseur hypothétique, mais la résistance à la morosité dans un lieu qui est ici où voilà, on est quand même dans l'un des endroits les plus reculés de France et c'est le plus grand festival. Et là pour l'instant il y a plus d'herbe haute que de festivaliers du coup. Absolument. Et votre souvenir pour terminer, à vous deux, chacun votre tour, de festivalier ici? Ce que je trouve sympa, c'est vraiment le fait que tu peux avoir la grand-mère et le petit-fils à deux scènes différentes et qui sont ensemble et qui se retrouvent tous les ans au même endroit, quoi. Pour un grand festival, et toi qui Moi, comme c'est un peu générationnel, hein, mais l'édition de 2001, bien sûr, Noirdez, Non, j'étais pas né, Noirdez, Manu Chao, c'était la grosse stuff. En plus, on était jeunes, on était frais, on se réveillait bien le lendemain matin. Ouais. Excellent souvenir. Ça a bien changé. Merci en tout cas à tous les deux. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Canta mi pico, arriba la luna. C'est la fin de cette émission spéciale autour des 30 ans du Festival des Vieilles Charrues. On espère qu'elle vous a plu. Vous la retrouvez bien sûr sur tous vos réseaux sociaux. Et d'ici la prochaine édition, n'oubliez pas de faire la fête.